Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Ulrich Ramé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur technique du club de football de Bordeaux, après avoir été gardien de but du club. Parlons du football féminin qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a encore une grande marge de progression. Oui, ça fait maintenant 25 ans qu'une section de filles existe au club et on peut dire que les choses commencent à prendre de l'importance. Il suffit de regarder l'augmentation du nombre de joueuses inscrites et les meilleurs résultats que nous obtenons dans le championnat de France. Nous avons donné beaucoup plus de moyens à l'équipe professionnelle en embauchant notamment un nouvel entraîneur diplômé. Nous venons aussi de recruter 6 nouvelles footballeuses. Et puis, nous offrons aux joueuses un véritable accompagnement médical, mais aussi l'analyse vidéo de leurs matchs, comme c'est le cas pour les garçons. Aujourd'hui, c'est du vrai professionnalisme. Et l'école de foot de Bordeaux? On s'intéresse aux grandes, aux professionnelles parce qu'elles sont plus médiatiques. Et qu'en est-il des petites de 6 à 12 ans de l'école de foot, de votre centre de formation? On entraîne un nombre croissant de jeunes filles de tous âges qui viennent d'un peu partout dans la région. Nous avons 2 fois plus de footballeuses cette année. Et plus on aura de jeunes joueuses amateurs, plus on pourra amener un maximum de filles vers l'équipe professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est en première division, elle est 3e du classement, je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais elle reste assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliquez ? Les choses évoluent quand même positivement. Les médias viennent désormais couvrir les matchs des filles et on peut voir des reportages comme le vôtre sur le nombre grandissant de footballeuses. Aujourd'hui, notre équipe féminine est complètement intégrée au club et à notre stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Ce sont des facteurs positifs pour l'avenir. Parlons d'argent maintenant, parce que les budgets sont très en dessous de ceux des garçons. Un exemple, à Bordeaux, le budget pour les filles, c'est quoi? 3% du budget garçon? Oui, approximativement c'est ça. C'est vrai, les budgets ne sont pas énormes, mais notre souhait est de progresser là-dessus pour atteindre le niveau d'investissement des plus grands clubs français. Quelle est votre stratégie pour les années à venir? Que faudrait-il faire? Ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil des joueuses. Il faut mettre à leur disposition des locaux, des terrains, à différents endroits de l'agglomération. Il faut que les jeunes joueuses puissent jouer au football près de chez elles, sans avoir à faire des heures de route, et cela deviendra plus naturel. Pour les toutes petites, le choix d'une activité est souvent déterminé par les parents. Ils penseront plus facilement à inscrire leurs filles au football s'il y a des clubs à côté de chez eux. Et puis, de notre côté, on a mis en place des partenariats avec des établissements scolaires. On mène des actions dans certaines écoles à Bordeaux où nos joueuses vont entraîner leurs élèves dans le cadre de leur programme de sport. Les enfants adorent ça. Ils sont fiers de rencontrer des footballeuses professionnelles. Et les filles, tout particulièrement, voient un modèle différent. Elles voient que le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Ulrich Ramé, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes aujourd'hui directeur technique du club de football de Bordeaux, après avoir été gardien de but du club. Parlons du football féminin qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a encore une grande marge de progression. Oui, ça fait maintenant 25 ans qu'une section de filles existe au club et on peut dire que les choses commencent à prendre de l'importance. Il suffit de regarder l'augmentation du nombre de joueuses inscrites et les meilleurs résultats que nous obtenons dans le championnat de France. Nous avons donné beaucoup plus de moyens à l'équipe professionnelle en embauchant notamment un nouvel entraîneur diplômé. Nous venons aussi de recruter 6 nouvelles footballeuses. Et puis, nous offrons aux joueuses un véritable accompagnement médical, mais aussi l'analyse vidéo de leurs matchs, comme c'est le cas pour les garçons. Aujourd'hui, c'est du vrai professionnalisme. Et l'école de foot de Bordeaux? On s'intéresse aux grandes, aux professionnelles parce qu'elles sont plus médiatiques. Et qu'en est-il des petites de 6 à 12 ans de l'école de foot, de votre centre de formation? On entraîne un nombre croissant de jeunes filles de tous âges qui viennent d'un peu partout dans la région. Nous avons 2 fois plus de footballeuses cette année. Et plus on aura de jeunes joueuses amateurs, plus on pourra amener un maximum de filles vers l'équipe professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est en première division, elle est 3e du classement, je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais elle reste assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliquez? Les choses évoluent quand même positivement. Les médias viennent désormais couvrir les matchs des filles et on peut voir des reportages comme le vôtre sur le nombre grandissant de footballeuses. Aujourd'hui, notre équipe féminine est complètement intégrée au club et à notre stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Ce sont des facteurs positifs pour l'avenir. Parlons d'argent maintenant, parce que les budgets sont très en dessous de ceux des garçons. Un exemple, à Bordeaux, le budget pour les filles, c'est quoi? 3% du budget garçon? Oui, approximativement c'est ça. C'est vrai, les budgets ne sont pas énormes, mais notre souhait est de progresser là-dessus pour atteindre le niveau d'investissement des plus grands clubs français. Quelle est votre stratégie pour les années à venir? Que faudrait-il faire? Ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil des joueuses. Il faut mettre à leur disposition des locaux, des terrains, à différents endroits de l'agglomération. Il faut que les jeunes joueuses puissent jouer au football près de chez elles, sans avoir à faire des heures de route, et cela deviendra plus naturel. Pour les toutes petites, le choix d'une activité est souvent déterminé par les parents. Ils penseront plus facilement à inscrire leurs filles au football s'il y a des clubs à côté de chez eux. Et puis, de notre côté, on a mis en place des partenariats avec des établissements scolaires. On mène des actions dans certaines écoles à Bordeaux où nos joueuses vont entraîner leurs élèves dans le cadre de leur programme de sport. Les enfants adorent ça. Ils sont fiers de rencontrer des footballeuses professionnelles et les filles tout particulièrement voient un modèle différent. Elles voient que le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Comment donner aux enfants les clés de l'apprentissage numérique? Une solution tout en un avec la tablette EducPlus, un objet numérique consacré justement à l'éducation. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette solution EducPlus. À qui est destinée cette tablette? Alors, on a conçu tout un système qui va vraiment de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc on est capable d'accompagner des jeunes de 3 à 18 ans, et ce dans la plupart des disciplines. Pour l'instant, nous sommes en phase de test dans plusieurs écoles près de Lyon, et les résultats sont vraiment bons. Nous nous sommes d'abord concentrés sur le français, les maths et l'histoire-géographie, mais nous pourrons bientôt ajouter aussi les sciences. Et alors, qu'est-ce qui change avec ces tablettes? Le plus gros changement pour moi, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée.
c'est-à-dire la capacité à comprendre que dans une classe, il y a des enfants de niveaux très différents, des enfants en difficulté, des enfants précoces, des enfants moyens, etc. Le gros changement du numérique, c'est de comprendre que les apprentissages n'étant pas les mêmes, on va donner des temps différents aux enfants pour apprendre. Pouvez-vous nous donner un exemple peut-être? Oui, en fait, notre tablette est conçue pour être adaptée à chaque élève. Par exemple, une élève de 7 ans qui s'entraîne à la lecture peut enregistrer toute seule sa lecture sur la tablette. Elle l'envoie à la maîtresse pour qu'elle voie où en est son apprentissage de la lecture. EducPlus permet ainsi un apprentissage interactif. Merci Jean-Yves. Écoutons maintenant un enseignant qui se sert de EducPlus dans sa classe. Bonjour Simon Lebré. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie dans un collège et vous avez donc fait l'expérience de ces tablettes avec vos élèves. En quoi vous sont-elles utiles à vous en tant que professeur? Alors, l'avantage, c'est que je peux entièrement préparer mon cours en assemblant tous les supports sur la tablette. J'envoie ensuite le contenu aux élèves et je peux superviser leur travail qui est également enregistré dans le système. Et y voyez-vous des inconvénients? Pour les élèves, cela ne pose en général pas de problème. Ils savent bien utiliser ces tablettes. Mais pour les enseignants, c'est plus difficile de s'y mettre. Ils sont motivés, mais ça leur demande de nombreuses heures de préparation, alors que leurs semaines sont déjà chargées. Et puis, il y a des parents qui ne sont pas toujours contents qu'on utilise des tablettes dans les classes. Ils essayent déjà de limiter les heures passées par leurs enfants devant la télé ou l'ordinateur, alors la tablette, même si nous en faisons un usage pédagogique, c'est parfois mal vu. Et vos élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? En règle générale, ils aiment beaucoup. Ça donne un aspect beaucoup plus ludique à l'apprentissage et ils font beaucoup plus volontiers leurs devoirs. En ce moment, ils préparent des exposés et trouvent cela très pratique de pouvoir stocker leurs documents, leurs photos, etc. sur la tablette. Ensuite, en classe, ils n'ont plus qu'à projeter ce contenu et à commencer leur exposé. Comment donner aux enfants les clés de l'apprentissage numérique? Une solution tout en un avec la tablette EducPlus, un objet numérique consacré justement à l'éducation. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette solution EducPlus. À qui est destinée cette tablette? Alors, on a conçu tout un système qui va vraiment de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc on est capable d'accompagner des jeunes de 3 à 18 ans, et ce dans la plupart des disciplines. Pour l'instant, nous sommes en phase de test dans plusieurs écoles près de Lyon et les résultats sont vraiment bons. Nous nous sommes d'abord concentrés sur le français, les maths et l'histoire-géographie, mais nous pourrons bientôt ajouter aussi les sciences. Et alors, qu'est-ce qui change avec ces tablettes? Le plus gros changement pour moi, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, c'est-à-dire la capacité à comprendre que dans une classe, il y a des enfants de niveaux très différents, des enfants en difficulté, des enfants précoces, des enfants moyens, etc. Le gros changement du numérique, c'est de comprendre que les apprentissages n'étant pas les mêmes, on va donner des temps différents aux enfants pour apprendre. Pouvez-vous nous donner un exemple peut-être? Oui, en fait, notre tablette est conçue pour être adaptée à chaque élève. Par exemple, une élève de 7 ans qui s'entraîne à la lecture peut enregistrer toute seule sa lecture sur la tablette. Elle l'envoie à la maîtresse pour qu'elle voie où en est son apprentissage de la lecture. EducPlus permet ainsi un apprentissage interactif. Merci Jean-Yves. Écoutons maintenant un enseignant qui se sert de EducPlus dans sa classe. Bonjour Simon Lebré. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie dans un collège et vous avez donc fait l'expérience de ces tablettes avec vos élèves. En quoi vous sont-elles utiles à vous en tant que professeur? Alors, l'avantage, c'est que je peux entièrement préparer mon cours en assemblant tous les supports sur la tablette. J'envoie ensuite le contenu aux élèves et je peux superviser leur travail qui est également enregistré dans le système. Et y voyez-vous des inconvénients? Pour les élèves, cela ne pose en général pas de problème. Ils savent bien utiliser ces tablettes. Mais pour les enseignants, c'est plus difficile de s'y mettre. Ils sont motivés, mais ça leur demande de nombreuses heures de préparation, alors que leurs semaines sont déjà chargées. Et puis, il y a des parents qui ne sont pas toujours contents qu'on utilise des tablettes dans les classes. Ils essayent déjà de limiter les heures passées par leurs enfants devant la télé ou l'ordinateur, alors la tablette, même si nous en faisons un usage pédagogique, c'est parfois mal vu. Et vos élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? En règle générale, ils aiment beaucoup. Ça donne un aspect beaucoup plus ludique à l'apprentissage et ils font beaucoup plus volontiers leurs devoirs. En ce moment, ils préparent des exposés et trouvent cela très pratique de pouvoir stocker leurs documents, leurs photos, etc. sur la tablette.
Ensuite, en classe, ils n'ont plus qu'à projeter ce contenu et à commencer leur exposé. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Comme vous le savez tous, c'est bientôt la rentrée scolaire. De nombreuses familles sont donc en train de finaliser les achats de cahiers, stylos et autres fournitures scolaires. Bref, tout ce dont les enfants auront besoin pour cette année scolaire. Pour les familles les plus modestes, cela représente toujours une difficulté, d'où cette belle initiative à Marseille où une association a choisi de vendre toutes les fournitures au kilo. Mais il faut savoir que ce qui est vendu ici n'est pas neuf. Ce sont parfois aussi des dons de magasins et de librairies. L'argent gagné par l'association est ensuite utilisé pour offrir des repas aux enfants qui sont le plus dans le besoin. Je me trouve maintenant dans les rayons du local de l'association où les clients se pressent. Bonjour madame, je vous vois avec votre liste. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche surtout des cahiers à dessin et des crayons pour mon petit. À 2 € le kilo, ça nous arrange parfaitement. C'est bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous trouvez qu'il faudrait généraliser ce type d'initiative? Absolument, pourquoi pas? C'est important que tous les enfants aient ce qu'il faut pour suivre les cours à l'école dans de bonnes conditions. Et puis, c'est plus écologique de réutiliser des objets d'occasion. Ils sont en bon état. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours acheter du matériel neuf? Il y a déjà tellement de gaspillage. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Nous sommes au cœur de la ferme de Saint-Plus pour rencontrer Vincent Roset, un producteur de lait qu'il transforme en yaourt et fromage. C'est aussi le cofondateur de Manger Bio Isère, un collectif de producteurs locaux qui travaillent avec des cantines scolaires. C'est un beau marché, les cantines scolaires? Oui, pour nous, bien sûr, ça nous permet de vendre notre production locale, mais pour les établissements qui choisissent de passer par nous, il y a aussi de grands avantages. Les enfants mangent mieux, bien sûr, mais il y a d'autres bienfaits. Le gaspillage diminue, par exemple. Environ 25 à 30% des repas servis aux enfants partent normalement à la poubelle, mais avec des produits bio, dont le goût est meilleur, les enfants mangent plus volontiers ce qu'il y a dans leur assiette. Donc, en fait, même si très souvent le prix d'un produit bio est plus élevé que le prix d'un produit non bio, les statistiques montrent que pour les écoles qui introduisent déjà 20% de bio dans leurs repas, les dépenses sont les mêmes, ça ne coûte pas plus cher. Et ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont introduit d'autres mesures, comme des repas bio-végétariens, qui ont un prix bien inférieur à un repas avec de la viande. Les cantines ont donc tout à gagner en utilisant plus de produits bio.
Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Un documentaire sort demain au cinéma, il s'appelle Demain est à nous. Il est consacré à des enfants hors du commun, n'est-ce pas Emmanuel? Oui Mathilde, nous connaissons déjà des exemples de jeunes de moins de 13 ans qui se mobilisent pour dénoncer des problèmes sociaux ou environnementaux. Gilles Demestre nous présente dans ce documentaire des petits de moins de 13 ans qui vont plus loin et qui se battent contre les injustices faites aux enfants en montant eux-mêmes des projets concrets. Par exemple, José, péruvien, à l'âge de 7 ans, il a créé une association avec les enfants de son quartier. Ensemble, ils collectent des déchets recyclables et gagnent un peu d'argent pour acheter de la nourriture pour les enfants des rues. Nous écoutons Gilles Demestre, le réalisateur qui a parcouru la planète pour rencontrer ses enfants. C'est une nouvelle génération, plus éduquée, plus ouverte, plus lucide aussi, qui a gardé son cœur d'enfant. C'est vraiment ce qui étonne le plus les spectateurs qui découvrent le film. Ils n'avaient pas vu à quel point leurs enfants étaient connectés, pas aux jeux vidéo et tout ça, mais connectés à ce qui se passe sur Terre. Ces enfants transforment leur inquiétude sur l'avenir en force positive et ça c'est extraordinaire. Plutôt que de nous présenter tout ce qui n'allait pas dans le monde, vous avez préféré montrer ce qui bouge. Oui, je pense que c'est en faisant des choses qu'on va pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas en se désespérant. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits.
Bonjour, quel est le sujet que vous allez présenter? Le document que je vais vous présenter, c'est le sujet numéro 1. Ah bon? Je vous invite à passer votre test d'expression orale. Bonne chance pour votre examen. C'est un extrait d'un article qui pose une question brûlante. Le tourisme de masse est-il une bénédiction ou une malédiction? Le tourisme de masse est un sujet qui suscite de nombreuses discussions et controverses de nos jours. Personnellement, je suis profondément partagé sur cette question. D'une part, le tourisme apporte des avantages économiques indéniables, mais d'autre part, il pose des défis considérables pour les résidents locaux et les infrastructures urbaines. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce phénomène complexe et de partager mes réflexions personnelles à ce sujet. Ainsi, cela m'amène à poser la question suivante. Le tourisme de masse est-il bénéfique ou nuisible? En conséquence, je vais organiser mon exposé en 2 parties. D'abord, je parlerai des avantages économiques du tourisme de masse. Ensuite, j'aborderai les inconvénients et les impacts négatifs qu'il peut engendrer et je proposerai également des solutions pour un tourisme plus durable. Il est indéniable que le tourisme de masse peut être une véritable aubaine pour l'économie locale. Prenons l'exemple de la librairie Lelo à Porto. Il y a 4 ans, cette célèbre librairie était proche de la faillite alors que le Portugal traversait une grave crise économique. Cependant, grâce à l'afflux massif de touristes et à l'imposition d'un droit d'entrée de 5 €, la librairie a pu non seulement éviter la fermeture, mais aussi réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 millions d'euros avec 1,2 million de visiteurs en 2017. De plus, le tourisme de masse crée de nombreux emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du transport. Les revenus générés par les touristes peuvent également être réinvestis dans l'amélioration des infrastructures locales, contribuant ainsi au développement économique global de la région. Cependant, les avantages économiques du tourisme de masse ne doivent pas nous faire oublier ses nombreux inconvénients. Tout d'abord, comme le souligne le journal Spiegel, les touristes peuvent parfois détruire les lieux qu'ils aiment. Les résidents locaux se sentent souvent dépossédés de leur propre ville, qui se transforme peu à peu en parc d'attractions ou en musée, davantage façonnés par les besoins des touristes que par ceux des habitants. Ensuite, les infrastructures ne suivent pas toujours l'augmentation rapide du nombre de touristes. Par exemple, en Allemagne, le nombre d'annulations de vols a augmenté de 146% au premier semestre, ce qui démontre une saturation des capacités de transport. De plus, les plateformes de location comme Airbnb encouragent souvent la spéculation immobilière, rendant difficile l'accès au logement pour les résidents locaux. En prenant un exemple proche de nous, au Vietnam, certaines villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville font face à des défis similaires. Les sites touristiques populaires deviennent surpeuplés et les infrastructures comme les routes et les systèmes de transport peinent à répondre à la demande croissante. Les résidents locaux se plaignent de l'augmentation du coût de la vie et de la dégradation de la qualité de vie due à l'afflux massif de touristes. En conclusion, bien que le tourisme de masse apporte des bénéfices économiques considérables, il est essentiel de gérer et de réguler ce phénomène pour minimiser ses impacts négatifs sur les résidents locaux et les infrastructures. Des mesures telles que l'imposition de droits d'entrée, la limitation du nombre de visiteurs et le renforcement des réglementations sur les locations touristiques peuvent aider à trouver un équilibre. Personnellement, je pense qu'il est crucial de promouvoir un tourisme durable et responsable qui respecte à la fois les besoins des visiteurs et ceux des habitants locaux. Il est de notre devoir de préserver l'authenticité et l'intégrité de nos villes, tout en profitant des avantages économiques que le tourisme peut offrir. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat. Si vous avez besoin de modifications supplémentaires
C'est un extrait d'un article qui pose une question brûlante. Le tourisme de masse est-il une bénédiction ou une malédiction? Le tourisme de masse est un sujet qui suscite de nombreuses discussions et controverses de nos jours. Personnellement, je suis profondément partagé sur cette question. D'une part, le tourisme apporte des avantages économiques indéniables, mais d'autre part, il pose des défis considérables pour les résidents locaux et les infrastructures urbaines. Aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ce phénomène complexe et de partager mes réflexions personnelles à ce sujet. Ainsi, cela m'amène à poser la question suivante. Le tourisme de masse est-il bénéfique ou nuisible? En conséquence, je vais organiser mon exposé en 2 parties. D'abord, je parlerai des avantages économiques du tourisme de masse. Ensuite, j'aborderai les inconvénients et les impacts négatifs qu'il peut engendrer et je proposerai également des solutions pour un tourisme plus durable. Il est indéniable que le tourisme de masse peut être une véritable aubaine pour l'économie locale. Prenons l'exemple de la librairie Lelo à Porto. Il y a 4 ans, cette célèbre librairie était proche de la faillite alors que le Portugal traversait une grave crise économique. Cependant, grâce à l'afflux massif de touristes et à l'imposition d'un droit d'entrée de 5 €, la librairie a pu non seulement éviter la fermeture, mais aussi réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 7 millions d'euros avec 1,2 million de visiteurs en 2017. De plus, le tourisme de masse crée de nombreux emplois dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du transport. Les revenus générés par les touristes peuvent également être réinvestis dans l'amélioration des infrastructures locales, contribuant ainsi au développement économique global de la région. Cependant, les avantages économiques du tourisme de masse ne doivent pas nous faire oublier ses nombreux inconvénients. Tout d'abord, comme le souligne le journal Spiegel, les touristes peuvent parfois détruire les lieux qu'ils aiment. Les résidents locaux se sentent souvent dépossédés de leur propre ville, qui se transforme peu à peu en parc d'attractions ou en musée, davantage façonnés par les besoins des touristes que par ceux des habitants. Ensuite, les infrastructures ne suivent pas toujours l'augmentation rapide du nombre de touristes. Par exemple, en Allemagne, le nombre d'annulations de vols a augmenté de 146% au premier semestre, ce qui démontre une saturation des capacités de transport. De plus, les plateformes de location comme Airbnb encouragent souvent la spéculation immobilière, rendant difficile l'accès au logement pour les résidents locaux. En prenant un exemple proche de nous, au Vietnam, certaines villes comme Hanoi ou Ho Chi Minh Ville font face à des défis similaires. Les sites touristiques populaires deviennent surpeuplés et les infrastructures comme les routes et les systèmes de transport peinent à répondre à la demande croissante. Les résidents locaux se plaignent de l'augmentation du coût de la vie et de la dégradation de la qualité de vie due à l'afflux massif de touristes. En conclusion, bien que le tourisme de masse apporte des bénéfices économiques considérables, il est essentiel de gérer et de réguler ce phénomène pour minimiser ses impacts négatifs sur les résidents locaux et les infrastructures. Des mesures telles que l'imposition de droits d'entrée, la limitation du nombre de visiteurs et le renforcement des réglementations sur les locations touristiques peuvent aider à trouver un équilibre. Personnellement, je pense qu'il est crucial de promouvoir un tourisme durable et responsable qui respecte à la fois les besoins des visiteurs et ceux des habitants locaux. Il est de notre devoir de préserver l'authenticité et l'intégrité de nos villes, tout en profitant des avantages économiques que le tourisme peut offrir. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je suis disponible pour le débat. Si vous avez besoin de modifications, Ulrich Ramé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui directeur technique du club de football de Bordeaux, après avoir été gardien de but du club. Parlons du football féminin qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a encore une grande marge de progression. Oui, ça fait maintenant 25 ans qu'une section de filles existe au club et on peut dire que les choses commencent à prendre de l'importance. Il suffit de regarder l'augmentation du nombre de joueuses inscrites et les meilleurs résultats que nous obtenons dans le championnat de France.
Nous avons donné beaucoup plus de moyens à l'équipe professionnelle en embauchant notamment un nouvel entraîneur diplômé. Nous venons aussi de recruter 6 nouvelles footballeuses. Et puis, nous offrons aux joueuses un véritable accompagnement médical, mais aussi l'analyse vidéo de leurs matchs, comme c'est le cas pour les garçons. Aujourd'hui, c'est du vrai professionnalisme. Et l'école de foot de Bordeaux? On s'intéresse aux grandes, aux professionnelles parce qu'elles sont plus médiatiques. Et qu'en est-il des petites de 6 à 12 ans de l'école de foot, de votre centre de formation? On entraîne un nombre croissant de jeunes filles de tous âges qui viennent d'un peu partout dans la région. Nous avons 2 fois plus de footballeuses cette année. Et plus on aura de jeunes joueuses amateurs, plus on pourra amener un maximum de filles vers l'équipe professionnelle. Alors aujourd'hui, l'équipe est en première division, elle est 3e du classement, je crois. Donc c'est plutôt pas mal, mais elle reste assez peu connue du grand public. Comment vous l'expliquez? Les choses évoluent quand même positivement. Les médias viennent désormais couvrir les matchs des filles et on peut voir des reportages comme le vôtre sur le nombre grandissant de footballeuses. Aujourd'hui, notre équipe féminine est complètement intégrée au club et à notre stratégie de communication et sur les réseaux sociaux. Ce sont des facteurs positifs pour l'avenir. Parlons d'argent maintenant, parce que les budgets sont très en dessous de ceux des garçons. Un exemple, à Bordeaux, le budget pour les filles, c'est quoi? 3% du budget garçon? Oui, approximativement c'est ça. C'est vrai, les budgets ne sont pas énormes, mais notre souhait est de progresser là-dessus pour atteindre le niveau d'investissement des plus grands clubs français. Quelle est votre stratégie pour les années à venir? Que faudrait-il faire? Ce qui est important de façon générale pour le développement, c'est l'accueil des joueuses. Il faut mettre à leur disposition des locaux, des terrains, à différents endroits de l'agglomération. Il faut que les jeunes joueuses puissent jouer au football près de chez elles, sans avoir à faire des heures de route, et cela deviendra plus naturel. Pour les toutes petites, le choix d'une activité est souvent déterminé par les parents. Ils penseront plus facilement à inscrire leurs filles au football s'il y a des clubs à côté de chez eux. Et puis, de notre côté, on a mis en place des partenariats avec des établissements scolaires. On mène des actions dans certaines écoles à Bordeaux où nos joueuses vont entraîner leurs élèves dans le cadre de leur programme de sport. Les enfants adorent ça. Ils sont fiers de rencontrer des footballeuses professionnelles et les filles tout particulièrement voient un modèle différent. Elles voient que le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Comment donner aux enfants les clés de l'apprentissage numérique? Une solution tout en un avec la tablette Educ Plus, un objet numérique consacré justement à l'éducation. Bonjour Jean-Yves Epp. Bonjour. Vous êtes le fondateur de cette solution Educ Plus. À qui est destinée cette tablette? Alors, on a conçu tout un système qui va vraiment de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc on est capable d'accompagner des jeunes de 3 à 18 ans, et ce dans la plupart des disciplines. Pour l'instant, nous sommes en phase de test dans plusieurs écoles près de Lyon, et les résultats sont vraiment bons. Nous nous sommes d'abord concentrés sur le français, les maths et l'histoire-géographie, mais nous pourrons bientôt ajouter aussi les sciences. Et alors, qu'est-ce qui change avec ces tablettes? Le plus gros changement pour moi, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. C'est-à-dire la capacité à comprendre que, dans une classe, il y a des enfants de niveaux très différents, des enfants en difficulté, des enfants précoces, des enfants moyens, etc. Le gros changement du numérique, c'est de comprendre que les apprentissages n'étant pas les mêmes, eh bien, on va donner des temps différents aux enfants pour apprendre. Pouvez-vous nous donner un exemple peut-être? Oui, en fait, notre tablette est conçue pour être adaptée à chaque élève. Par exemple, une élève de 7 ans qui s'entraîne à la lecture peut enregistrer toute seule sa lecture sur la tablette. Elle l'envoie à la maîtresse pour qu'elle voie où en est son apprentissage de la lecture. Educ Plus permet ainsi un apprentissage interactif. Merci Jean-Yves Epp. Écoutons maintenant un enseignant qui se sert de Educ Plus dans sa classe. Bonjour Simon Lebré. Bonjour. Vous êtes professeur de géographie dans un collège et vous avez donc fait l'expérience de ces tablettes avec vos élèves. En quoi vous sont-elles utiles à vous en tant que professeur? Alors, l'avantage, c'est que je peux entièrement préparer mon cours en assemblant tous les supports sur la tablette. J'envoie ensuite le contenu aux élèves et je peux superviser leur travail qui est également enregistré dans le système. Et y voyez-vous des inconvénients? Pour les élèves, cela ne pose en général pas de problème. Ils savent bien utiliser ces tablettes. Mais pour les enseignants, c'est plus difficile de s'y mettre. Ils sont motivés, mais ça leur demande de nombreuses heures de préparation, alors que leurs semaines sont déjà chargées. Et puis, il y a des parents qui ne sont pas toujours contents qu'on utilise des tablettes dans les classes. Ils essayent déjà de limiter les heures passées par leurs enfants devant la télé ou l'ordinateur, alors la tablette, même si nous en faisons un usage pédagogique, c'est parfois mal vu. Et vos élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? En règle générale, ils aiment beaucoup.
Ça donne un aspect beaucoup plus ludique à l'apprentissage et ils font beaucoup plus volontiers leurs devoirs. En ce moment, ils préparent des exposés et trouvent cela très pratique de pouvoir stocker leurs documents, leurs photos, etc. sur la tablette. Ensuite, en classe, ils n'ont plus qu'à projeter ce contenu et à commencer leur exposé. Comme vous le savez tous, c'est bientôt la rentrée scolaire. De nombreuses familles sont donc en train de finaliser les achats de cahiers, stylos et autres fournitures scolaires. Bref, tout ce dont les enfants auront besoin pour cette année scolaire. Pour les familles les plus modestes, cela représente toujours une difficulté, d'où cette belle initiative à Marseille où une association a choisi de vendre toutes les fournitures au kilo. Mais il faut savoir que ce qui est vendu ici n'est pas neuf. Ce sont parfois aussi des dons de magasins et de librairies. L'argent gagné par l'association est ensuite utilisé pour offrir des repas aux enfants qui sont le plus dans le besoin. Je me trouve maintenant dans les rayons du local de l'association où les clients se pressent. Bonjour madame, je vous vois avec votre liste. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche surtout des cahiers à dessin et des crayons pour mon petit. À 2 € le kilo, ça nous arrange parfaitement. C'est bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Vous trouvez qu'il faudrait généraliser ce type d'initiative? Absolument, pourquoi pas? C'est important que tous les enfants aient ce qu'il faut pour suivre les cours à l'école dans de bonnes conditions. Et puis, c'est plus écologique de réutiliser des objets d'occasion. Ils sont en bon état. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours acheter du matériel neuf? Il y a déjà tellement de gaspillage. Nous sommes au cœur de la ferme de Saint-Plus pour rencontrer Vincent Roset, un producteur de lait qu'il transforme en yaourt et fromage. C'est aussi le cofondateur de Manger Bio Isère, un collectif de producteurs locaux qui travaillent avec des cantines scolaires. C'est un beau marché, les cantines scolaires? Oui, pour nous, bien sûr, ça nous permet de vendre notre production locale, mais pour les établissements qui choisissent de passer par nous, il y a aussi de grands avantages. Les enfants mangent mieux, bien sûr, mais il y a d'autres bienfaits. Le gaspillage diminue, par exemple. Environ 25 à 30% des repas servis aux enfants partent normalement à la poubelle, mais avec des produits bio, dont le goût est meilleur, les enfants mangent plus volontiers ce qu'il y a dans leur assiette. Donc, en fait, même si très souvent le prix d'un produit bio est plus élevé que le prix d'un produit non bio, les statistiques montrent que pour les écoles qui introduisent déjà 20% de bio dans leurs repas, les dépenses sont les mêmes, ça ne coûte pas plus cher. Et ça s'explique aussi par le fait qu'ils ont introduit d'autres mesures, comme des repas bio-végétariens, qui ont un prix bien inférieur à un repas avec de la viande. Les cantines ont donc tout à gagner en utilisant plus de produits bio. Un documentaire sort demain au cinéma, il s'appelle « Demain est à nous ». Il est consacré à des enfants hors du commun, n'est-ce pas Emmanuel? Oui Mathilde, nous connaissons déjà des exemples de jeunes de moins de 13 ans qui se mobilisent pour dénoncer des problèmes sociaux ou environnementaux. Gilles Demestre nous présente dans ce documentaire des petits de moins de 13 ans qui vont plus loin et qui se battent contre les injustices faites aux enfants en montant eux-mêmes des projets concrets. Par exemple, José, péruvien, à l'âge de 7 ans, il a créé une association avec les enfants de son quartier. Ensemble, ils collectent des déchets recyclables et gagnent un peu d'argent pour acheter de la nourriture pour les enfants des rues. Nous écoutons Gilles Demestre, le réalisateur qui a parcouru la planète pour rencontrer ses enfants. C'est une nouvelle génération, plus éduquée, plus ouverte, plus lucide aussi, qui a gardé son cœur d'enfant. C'est vraiment ce qui étonne le plus les spectateurs qui découvrent le film. Ils n'avaient pas vu à quel point leurs enfants étaient connectés, pas aux jeux vidéo et tout ça, mais connectés à ce qui se passe sur Terre. Ces enfants transforment leur inquiétude sur l'avenir en force positive et ça c'est extraordinaire. Plutôt que de nous présenter tout ce qui n'allait pas dans le monde, vous avez préféré montrer ce qui bouge. Oui, je pense que c'est en faisant des choses qu'on va pouvoir s'en sortir. Ce n'est pas en se désespérant.